Hello, c'est Lionel. Si vous vous intéressez aux affaires sombres et mystérieuses de disparition dans la nature, vous êtes au bon endroit au bon moment parce que l'histoire vraie que je vais vous raconter aujourd'hui est assez peu connue et c'est un mystère irrésolu survenu dans les vastes espaces sauvages américains dans l'état de Washington. En fait, vous allez voir que c'est une histoire assez étrange et complexe parce qu'elle regroupe plusieurs affaires qui ont peut-être des liens entre elles. Et je vais tout vous raconter en détail après ceci. Partons dans l'état de Washington au nord-ouest des États-Unis, plus particulièrement à Tacoma, une ville américaine dans la banlieue sud de Seattle. En 1985, Michael Rimmer a 36 ans. Il travaille comme couvreur à Seattle et son patron le décrit comme un employé modèle et un gros bosseur. Il est très apprécié de ses collègues. Et durant les mois d'hiver, quand il n'y a pas de toiture à poser ou à réparer, Mike, comme on le surnomme, complète ses revenus en travaillant comme trappeur. Il part en pleine nature capturer des visons, des rats musqués, des coyotes et des lynx dans la forêt le long de la rivière Nisqually, une rivière très sauvage à une 50aine de kilomètres au sud de Tacoma. Mike fait ça depuis 15 ans, il pose des pièges dans des lieux reculés dans la forêt pour attraper des animaux et revendre leur peau. Il fait ça pour vivre et il est très à l'aise dans la nature, il sait parfaitement s'orienter dans les bois. Et son père Lloyd dit de lui qu'il est capable de faire face à tout et à n'importe qui en forêt. À l'époque, Mike a une petite amie de 21 ans nommée Diana Robertson et une petite fille de 2 ans du nom de Crystal. Dans le passé, le couple a déjà connu des crises assez graves, on aura l'occasion de reparler, mais tout semble revenu à la normale. Et le 12 décembre 1985, Mike emmène sa petite famille en forêt pour faire un tour et aussi en profiter pour trouver un sapin de Noël. Tous les trois grimpent donc dans la camionnette pick-up Plymouth rouge de Mike et ils quittent la ville en direction du sud. Ils roulent et 3/4 d'heure plus tard, ils rejoignent la zone de forêt montagneuse proche de la rivière Nisqually, où Mike a l'habitude de capturer des animaux. Après s'être garé, tout le monde descend du véhicule et Mike montre l'endroit à Diana et à Crystal. Et on est vraiment dans un secteur très sauvage et isolé, on est loin de tout. Mike en profite pour jeter un coup d'œil à quelques-uns de ces pièges qui sont dans le coin, et ensuite ils partent à la recherche d'un sapin de Noël. Cette sortie en famille dans la forêt est au fond assez banale, seulement elle va basculer dans le mystère. Car plus tard cet après-midi-là, il se passe un incident dans un supermarché Kmart de Spanaway, une localité à 22 km au sud de Tacoma. Une fillette en bas âge est vue toute seule près de l'entrée du Kmart. Une cliente s'en rend compte et accompagne l'enfant à l'intérieur du supermarché. Elle explique la situation à la directrice adjointe, qui va faire une annonce au micro dans le Kmart pour dire qu'on a retrouvé cette petite fille. Elle fait ça au cas où ses parents seraient en train de faire leurs courses. Mais personne ne se manifeste. Bien entendu, la directrice demande à l'enfant comment elle s'appelle et où sont ses parents. Seulement, la petite ne lui répond pas et elle se contente de la regarder, l'air hébété. Elle reste muette, incapable de s'exprimer, ce qui est peut-être normal parce qu'elle est vraiment en bas âge, elle doit avoir dans les 2 ans, et surtout, elle a l'air effrayée. Étant donné la situation, la direction du Kmart appelle évidemment la police qui envoie un officier sur place. On interroge les gens qui sont en train de faire leurs courses dans le magasin, les employés, mais personne ne connaît cette petite fille. Vu qu'on ignore son identité et que personne n'a signalé la disparition d'une fillette dans le coin, elle est emmenée à l'hôpital pour un examen médical avant d'être placée dans une famille d'accueil temporaire le temps que la police fasse son enquête. Et le lendemain, la photo de l'enfant est diffusée dans tous les journaux de l'état de Washington. Les autorités lancent un appel à témoins dans les médias et demandent l'aide du public en expliquant qu'on a retrouvé cet enfant et que si quelqu'un sait qui c'est, il faut qu'il se manifeste et appelle un numéro spécial. Suite à l'appel à témoins, la police reçoit assez peu d'appels, mais 2 jours plus tard, elle reçoit enfin une information utile. Parce qu'une femme nommée Louise Conrad reconnaît l'enfant. Et cette femme, ça n'est rien moins que la mère de Diana Robertson, la mère de Crystal, qui a reconnu la photo de sa petite fille dans le journal. Pour Louise, la grand-mère, c'est un choc et elle ne comprend pas. Parce que pour elle, ça n'a aucun sens que Diana et Mike aient abandonné leur fille. Et quand elle voit la photo de Crystal dans le journal et l'info selon laquelle cette petite fille a été retrouvée toute seule, elle se dit qu'il s'est sûrement passé quelque chose de très grave. Elle décroche donc son téléphone et tente d'appeler sa fille et son beau-fils à leur domicile. Seulement, le téléphone sort dans le vide. Il n'y a personne chez eux.
Après cette vérification rapide, Louise contacte donc la police locale en appelant le numéro spécial qui était indiqué dans le journal. Et comme c'est sa plus proche famille après ses parents, Louise va donc récupérer sa petite fille Crystal dans la famille d'accueil où elle était temporairement placée. Quand elle voit sa grand-mère, Crystal la reconnaît, elle va donc avec elle, seulement elle reste quand même dans cet état catatonique, elle est muette et a l'air incapable de parler. Madame Conrad recueille sa petite fille chez elle, elle s'en occupe, elle la laisse se reposer, reprendre des forces, mais au bout d'un moment, elle l'interroge quand même, parce qu'elle veut savoir ce qui s'est passé. Et elle lui pose une question assez simple, c'est « Où sont papa et maman ?» Malheureusement, Crystal est incapable de lui répondre. Mais la grand-mère va quand même insister parce que elle se dit que l'enfant détient certainement une part de vérité. Elle sait certainement ce qui s'est passé. Donc elle insiste. La grand-mère continue de questionner la petite fille pour savoir où sont les parents de Crystal et cette dernière va quand même finir par dire quelque chose. Elle va juste lui dire que maman est dans les arbres. Une phrase assez étrange. Louise la grand-mère tente d'en savoir plus, mais la petite fille n'est pas capable de dire autre chose, elle ne fait que répéter que maman est dans les arbres. Ce qui est quand même assez bizarre. Comme Diana Robertson et Mike Rimmer, les parents de Crystal, sont toujours portés disparus, les policiers mènent des investigations. Et dans le cadre de leur enquête, ils interrogent Louise, la grand-mère. Ils lui demandent si elle sait où il pourrait être, mais la femme n'en a pas la moindre idée. Elle leur répète juste ce qu'elle sait, ce que Crystal lui a dit, c'est-à-dire que sa mère était dans les arbres. Et elle en déduit donc que Crystal et ses parents étaient certainement dans les bois au moment de leur disparition. Et c'est assez cohérent dans la mesure où la grand-mère Louise sait que son beau-fils Mike travaille comme trappeur l'hiver dans la forêt, dans les environs de la rivière Nisqually. Pour tenter de localiser le couple porté disparu, les autorités lancent alors des recherches dans les forêts montagneuses que fréquentait régulièrement Mike. Elles envoient des patrouilles sur place et font décoller aussi un avion qui survole la région où l'homme avait l'habitude de travailler. Mais le trappeur posait ses pièges dans un territoire très vaste. Il travaillait sur une section de la rivière longue de plus de 130 km. On essaie de repérer au sol la camionnette pick-up rouge de Mike, qui a donc une couleur distinctive, mais la zone est vérifiée et très vaste et on ne trouve rien. Mike, Diana et leur véhicule se sont comme volatilisés. Après plusieurs jours de recherches infructueuses, les policiers décident de suspendre l'opération parce qu'ils ne peuvent pas passer un temps infini à rechercher ce couple qui peut être n'importe où. À ce stade, on ne sait pas du tout pourquoi ils ont disparu et il est tout à fait possible qu'ils aient choisi de disparaître volontairement. Ils auraient peut-être pu abandonner leur fille avant de fuir dans un autre état. Les officiers de police disent quand même à la grand-mère Louise que s'il y a du nouveau, les recherches reprendront. Mais dans l'immédiat, ils arrêtent les recherches sur le terrain et vont essayer de se concentrer sur l'enquête qui, il faut le dire pour l'instant, est dans une impasse. Par la suite, les jours filent, puis les semaines, sans éléments nouveaux. Et pour la grand-mère Louise, l'incompréhension et l'angoisse ne cessent d'augmenter. Parce qu'elle n'arrive toujours pas à comprendre ce que faisait Crystal seule sur le parking de ce supermarché Kmart, loin de Tacoma. Elle n'avait aucune raison d'être là. Et surtout, elle se demande où sont passés les parents de l'enfant, qui ne donnent plus aucune de leurs nouvelles. Ces questions tournent sans arrêt dans la tête de cette femme, mais personne n'est capable d'y répondre, à commencer par les enquêteurs qui n'ont aucun indice. Par la suite, les semaines puis les mois vont défiler, et certains pensent que cette histoire de disparition mystérieuse ne sera jamais résolue. Jusqu'au 18 février 1986. Environ 2 mois après la disparition du couple, un rebondissement survient dans une zone forestière à 3 km au sud d'Elbay et juste au nord de Mineral, dans l'état de Washington, à environ 60 km au sud de Tacoma. Un homme et son chien sont en train de se balader dans la nature quand l'homme aperçoit une camionnette rouge garée sur le côté de la route. En pleine forêt, le pick-up est recouvert d'une épaisse couche de neige, ce qui fait dire à l'homme que le véhicule est là depuis un bon bout de temps. À la recherche du propriétaire de cette camionnette, l'homme regarde dans les environs, seulement il voit personne. Un peu intrigué, l'homme s'approche du véhicule et il regarde à l'intérieur. Et là, il se fige car il voit des traces de sang sur le siège passager avant. En voyant ce sang, l'homme comprend qu'il y a quelque chose d'anormal. En plus, ce véhicule a l'air abandonné en pleine forêt, donc il décide de partir tout de suite, prévenir la police.
Il ne peut pas les appeler directement parce que les téléphones portables n'existent pas à l'époque, en 1986. La seule solution qu'il a pour prévenir la police, c'est de trouver un téléphone chez quelqu'un, chez un particulier, ou une cabine téléphonique, ou alors se rendre directement à une station de police. Quelques temps plus tard, une voiture de police arrive sur les lieux et des officiers débarquent et identifient rapidement le véhicule comme appartenant à Mike Rimmer. Ils l'identifient assez vite parce qu'ils sont au courant que l'homme a disparu avec sa petite amie dans la région 2 mois plus tôt. Les hommes se mettent à fouiller les environs et ils vont finir par repérer quelque chose pas très loin. Ils vont trouver un corps féminin étendu par terre. La femme a reçu visiblement de nombreux coups de couteau. L'autopsie en révélera 17. Et détail important, elle a une chaussette enroulée autour du cou. Mais pas n'importe quelle chaussette. Une chaussette de sport. Une chaussette tube comme les chaussettes de basket qui peuvent remonter jusqu'aux genoux. Donc là, pas besoin d'être un prix Nobel pour comprendre que cette femme a été victime d'un homicide. Et comme vous l'avez deviné, cette femme n'est rien d'autre que Diana Robertson. On a retrouvé la mère de Crystal qui a malheureusement été victime d'un meurtre assez sauvage. Suite à cette découverte macabre, les hommes de loi s'attendent à peut-être trouver aussi le corps de Mike Rimmer, son compagnon, à proximité. Ils ratissent donc le périmètre, mais ils ne trouveront rien. Mike Rimmer reste porté disparu. Ce qui est quand même bizarre, c'est qu'on va retrouver à l'intérieur du pick-up rouge de Mike son manteau d'hiver. Et sur le tableau de bord, on va récupérer une enveloppe en papier craft sur lequel il est écrit « Je t'aime Diana ». La police va ensuite montrer ce message à Louise Conrad, la mère de Diana, qui va déclarer que cette écriture ressemble à celle de Mike. Elle connaît l'écriture de son beau-fils parce qu'il avait l'habitude de lui envoyer des cartes de Noël manuscrites. On commence à se dire que c'est Mike qui a écrit ce mot et que les pièces du puzzle commencent à s'emboîter. Cependant, les analyses graphologiques qui vont être menées ensuite par la police scientifique ne seront pas concluantes. Les experts de la police n'identifieront pas formellement l'écriture de Mike Rimmer. Vu ce message « Je t'aime Diana » qui ressemble quand même à un message d'adieu, on ne peut pas s'empêcher de penser que c'est peut-être Mike qui a commis le pire. Et cette hypothèse paraît réaliste dans la mesure où l'homme avait déjà été violent avec Diana dans le passé. Le 19 octobre 1985, 2 mois avant le meurtre de Diana, Mike avait été arrêté pour avoir battu sa compagne. Mais le couple s'était rabibouché par la suite. Au vu de tous ces éléments, de ce faisceau d'indices, Mike Rimmer devient le principal suspect de la police pour le meurtre de Diana Robertson. Mais il y a pire. Certains croient que ce n'était peut-être pas son premier meurtre. Car le 10 août 1985, soit 4 mois avant que Mike, Diana et Crystal ne s'aventurent dans les bois, Stephen Harkins, 27 ans, et sa petite amie Ruth Cooper, âgée de 42 ans, un couple d'enseignants originaires communs de Tacoma, avaient connu un destin tragique dans la même région. Harkins et Cooper étaient partis camper un week-end avec leurs chiens au bord de Tule Lake, un lac isolé dans le comté de Pierce, pas très loin de la rivière Nisqually. Ils avaient installé leur campement dans les bois, et la nuit, alors qu'ils étaient en train de dormir, ils avaient apparemment été attaqués dans leur tente. Retrouvé mort dans son sac de couchage, Harkins avait visiblement été abattu pendant son sommeil. Le cadavre du chien avait aussi été retrouvé à proximité de la tente, mais Ruth Cooper avait quant à elle disparu. Ce n'est que 2 mois et demi plus tard, le 26 octobre 1985, que le corps sans vie de Ruth Cooper avait été retrouvé à plus de 2 km de leur tente. Et détail assez intriguant, Ruth avait une chaussette de sport nouée autour du cou. C'était le même type de chaussette de sport, une chaussette tube, et le nœud qui avait été fait sur la chaussette trouvée sur Ruth était le même que sur la chaussette de Diana. Étant donné cette similitude assez flagrante, la police théorise que c'est Mike qui a commis tous les crimes. Parce qu'il avait un passé violent, c'est vrai qu'il avait maltraité Diana, et aussi parce qu'il était connu pour porter souvent sur lui un pistolet calibre 22, le même calibre utilisé lors des crimes de Stephen Harkins et Ruth Cooper. De plus, il avait l'habitude de poser des pièges à animaux au bord de la rivière Nisqually, à seulement 2-3 km de Tule Lake, le lac où campaient justement Stephen et Ruth. Mike aurait très bien pu considérer dans son esprit que le couple de campeurs était sur son territoire, et vu ses antécédents de violence, ça expliquerait pourquoi il les aurait agressés. Il lui en aurait pas fallu plus. 4 mois après ce premier double meurtre, Mike s'en serait pris cette fois à Diana. Il aurait emmené sa petite amie et sa fille dans les bois, avec l'intention peut-être de supprimer sa compagne et peut-être aussi sa petite fille,
Seulement, il n'aurait finalement pas eu la force de faire du mal à Crystal. Voilà pourquoi il l'aurait abandonné sur le parking d'un supermarché Kmart. Il aurait abandonné sa fille avant de s'enfuir. Ce scénario semble, c'est vrai, à première vue tenir la route, mais il y a quand même quelques questions qui restent sans réponse. Déjà, on ne sait pas à qui appartiennent les traces de sang trouvées dans la camionnette de Mike. Car les analyses qui ont été effectuées par un laboratoire ont déterminé qu'il ne s'agissait pas du sien. De plus, les experts en graphologie, en écriture, ne sont pas certains à 100% que c'est bien Mike qui a écrit le message « Je t'aime Diana ». Il pourrait donc peut-être s'agir d'une mise en scène. De plus, les familles de Diana et Mike sont divisées. Louise Conrad, la mère de Diana, donc la grand-mère de Crystal, est convaincue que Mike a pu faire le coup, puisqu'il avait déjà menacé de mort sa fille dans le passé. En plus, il s'était apparemment vanté qu'il pouvait même s'en tirer, mais Diana n'avait pas pris au sérieux ses menaces. Pour Lloyd Rimmer, certains détails lui font dire que son fils n'a rien à voir dans le meurtre de Diana. Lloyd est persuadé que son fils est innocent, d'abord parce que Mike n'aurait pas laissé volontairement son manteau dans sa camionnette. Quand il a disparu, il faisait un froid glacial, et Mike n'aurait certainement pas laissé son manteau d'hiver derrière lui. Surtout s'il est parti à pied. Car étant donné qu'il a abandonné sa voiture, s'il s'est enfui, il s'est enfui à pied. Et il a dû obligatoirement marcher des kilomètres à travers la forêt pour atteindre une route principale. Pour finir, Mike Rimmer n'avait aucun argent sur lui au moment de sa disparition. Il n'a pas récupéré son dernier chèque de paye d'un montant de 316 $ et aucun prélèvement n'a été fait sur son compte bancaire. Dans ces conditions, on ne comprend pas comment il a fait pour financer une longue cavale, parce que sans argent c'est très compliqué, et aussi comment il a fait pour vivre sous le radar durant une longue période. Parce qu'on sait que pour réussir une longue cavale, pour réussir à vivre en clandestinité un long moment, il faut de l'argent, des aides extérieures, des refuges, des points de chute, etc. Et si vous n'avez pas tout ça, ça devient très compliqué, et vous finissez par vous faire coincer par la police, quoi. Pour Lloyd Rimmer, il est clair que son fils a été piégé par quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre était peut-être un amant de Diana. Car quelques mois avant le drame, Diana et Mike s'étaient séparés, et Diana avait alors fréquenté un autre homme. Cet individu n'a jamais été identifié, mais d'après Lloyd Rimmer, c'est peut-être lui qui a fait le coup. Lloyd Rimmer pense que son fils a été piégé, mais la police ne partage pas cet avis. Parce que pour les hommes de loi, il existe des preuves circonstancielles, des preuves indirectes, suggérant que Mike Rimmer a ôté la vie à Diana. Mais même s'ils sont convaincus de tenir leur coupable, ils ne peuvent pas émettre de mandat d'arrêt contre lui à cause d'un obstacle juridique. Ils ne peuvent pas prouver s'il est encore en vie. Vu l'incertitude autour de Mike Rimmer, l'affaire n'ira pas plus loin et la police va passer à autre chose. En ce qui concerne la petite Crystal, elle va rester vivre avec sa grand-mère Louise, qui est sa seule famille restante. Au fil des ans, la petite fille va grandir, néanmoins, elle restera marquée à jamais par la tragédie qu'a connue sa famille. Pendant plusieurs décennies, cette affaire devient un cold case, donc un dossier froid, mais 26 ans plus tard, un rebondissement que plus personne n'attendait va survenir. En mars 2011, des randonneurs sont en train de se balader dans la forêt près de la rivière Nisqually quand ils tombent sur un crâne humain. Ils alertent aussitôt la police qui va venir ratisser la zone et découvrir un autre ossement. Ces restes humains vont être transmis à un laboratoire d'analyse qui va déterminer que ces restes sont en fait ceux de Mike Rimmer. Et ces ossements n'étaient situés qu'à environ 1,5 km de l'endroit où on a retrouvé Diana Robertson ainsi que son véhicule. Cette avancée tardive dans l'affaire, donc 26 ans après les faits, est vraiment inespérée. Malheureusement, elle n'apporte pas de lumière sur ce mystère, bien au contraire. Parce que l'autopsie ne permettra pas de donner la cause exacte du décès de Mike. On a retrouvé trop peu d'éléments. Et à bien y réfléchir, plusieurs détails ne collent pas. Il y a des zones d'ombre importantes dans l'affaire. Par exemple, les enquêteurs pensent que le corps de Mike a peut-être été enterré. Voilà pourquoi on n'a pas retrouvé plus d'ossements et pourquoi il n'a pas été retrouvé plus tôt. Parce que suite à la découverte du corps de Diana Robertson en 1985, le secteur avait été passé au peigne fin et le corps de Mike n'était pas là. Et si cette hypothèse est exacte, donc si Mike a bien été enterré, ça pourrait signifier qu'il n'est pas le tueur. Autre zone d'ombre, Crystal n'a jamais expliqué ce qu'elle voulait dire par maman est dans les arbres. Et il y a plusieurs interprétations possibles. Ça pouvait juste dire que sa mère était dans la forêt avec elle, ou alors que sa mère était grimpée dans un arbre, peut-être pour échapper à son tueur.
La petite fille aurait été témoin de l'agression de sa mère et sous le choc, ça l'aurait plongée dans un état catatonique. C'est ce qui aurait peut-être pu créer chez elle une amnésie par un mécanisme de défense. Ce dossier est mystérieux parce qu'il est tout de même possible que Mike ait été le tueur de Diana. Mais pour qu'il soit le tueur, il fallait qu'il attaque Diana dans les bois en présence de Crystal, puis qu'il ramène sa fille au supermarché Kmart à plus de 40 km de là, et revienne ensuite dans la forêt, à l'endroit exact du crime, où il aurait laissé son véhicule avant de partir à pied et mourir sans qu'on sache vraiment comment. Il serait mort à seulement 1,5 km de son véhicule, et aurait réussi à s'enterrer lui-même. Quand on examine les choses un peu à froid avec du recul, on se rend compte que c'était quand même une drôle de façon de procéder, hein. C'était vraiment compliqué avec beaucoup d'allers-retours inutiles. Et si Mike voulait absolument abandonner sa fille, il pouvait sans doute le faire dans un supermarché beaucoup plus proche que le Kmart de Spanaway. Un supermarché à plus de 40 km du lieu du crime. Et pour finir, comment expliquer qu'on ait retrouvé le corps de cet homme enterré à seulement 1,5 km de son véhicule sans réussir à déterminer la cause de sa mort? On connaît certes le phénomène d'enfouissement terminal, c'est-à-dire que à partir d'un certain stade d'hypothermie, une personne qui est dans la nature comme dans la forêt peut être tentée de s'enterrer pour retrouver un peu de chaleur, mais là, même si Mike n'avait pas son manteau d'hiver avec lui, l'hypothermie n'avait pas la possibilité de survenir. Il en avait pour environ 15-20 minutes à pied, grand maximum, et ne pouvait donc pas succomber à une hypothermie en un délai si court. Donc l'enfouissement terminal ne fonctionne pas ici a priori, et on peine à comprendre ce qui s'est passé, quoi. Et on ne peut pas écarter l'hypothèse que, effectivement, il a été lui aussi peut-être victime d'un homicide. Est-ce que Mike Rimmer était un tueur en série, le tueur aux chaussettes comme il a été surnommé? Ou a-t-il été effectivement piégé par un serial killer qui s'en serait aussi pris au couple de Stephen Hawkins et Rose Cooper? Nul ne le sait parce que les 4 meurtres du tueur à la chaussette, du moins ces meurtres connus, restent non élucidés à l'heure actuelle. En d'autres termes, ce dossier ne sent pas très bon, on peut même dire qu'il pue sévère, il pue grave, et c'est normal avec le surnom du tueur à la chaussette parce que, en plus, c'était des chaussettes de sport, je sais pas s'ils étaient très propres, hein. Voilà, donc, désolé, j'ai pas pu m'en empêcher. Plus sérieusement, il n'y a pas eu d'autres avancées depuis 2011 dans cette affaire, depuis la découverte des restes de Mike Rimmer, mais à l'heure actuelle, un certain nombre de membres des forces de l'ordre et aussi d'enquêteurs du web sont convaincus qu'un tueur en série non identifié était responsable de tous ces meurtres. Des meurtres commis dans un court laps de temps, dans la même région, avec des modes opératoires similaires. En effet, les 2 victimes féminines, Diana Robertson et Rose Cooper, ont toutes les deux été retrouvées avec une chaussette autour du cou et séparées de plusieurs kilomètres de leurs compagnons. Et cette façon de procéder très particulière ressemble beaucoup à la signature d'un tueur en série. Le tube Sock Killer a très bien pu aussi peut-être déménager, partir dans une autre région, ou alors mourir tout simplement. Ça expliquerait pourquoi il a arrêté sa série, et c'est aussi possible qu'il était emprisonné pour d'autres faits. Personne ne sait ce qu'il est devenu, et peut-être même qu'à l'heure actuelle, il est toujours vivant, même s'il doit être très âgé. En tout cas, il faut quand même signaler que l'État de Washington, donc au nord-est des États-Unis, qui est près de la frontière avec le Canada, c'est un État où la nature est majestueuse, omniprésente, mais qui a aussi connu d'autres meurtres brutaux à cette époque. En mars 1985, Edward Smith et sa fiancée Kimberly Lavin étaient partis en week-end dans le comté de Grant, à environ 190 km à l'est de Tacoma. Et ils avaient disparu. Quelque temps plus tard, leurs cadavres avaient été finalement retrouvés avec leur voiture. De toute évidence, Edward et Kimberly avaient été sauvagement assassinés. Et la police avait trouvé peu d'indices. Juste une empreinte digitale sur la voiture du couple. Et en 1989, cette empreinte digitale a conduit à l'arrestation d'un chauffeur routier nommé Billy Ray Ballard Jr., un criminel récidiviste. Ballard a fini par avouer le double meurtre. D'ailleurs, mentionnons qu'il y a eu dans le passé pas mal de tueurs et même des tueurs en série qui étaient des chauffeurs routiers. Pourquoi? Parce que c'est un bon moyen de passer d'un état à l'autre et aussi d'échapper aux différentes juridictions de police. Et Ballard était un chauffeur routier. Bon, attention, il y a peut-être des chauffeurs routiers parmi les spectateurs. Faut pas généraliser, hein. Je dis ça pour les chauffeurs routiers qui regarderaient cette vidéo, aussi pour les personnes qui ont un proche qui fait ce métier. C'était quelque chose qu'on avait tendance à observer dans les années 70, 80 aux États-Unis, et ça s'applique pas forcément en Europe. En tout cas, salutations pour les chauffeurs routiers qui regarderaient éventuellement cette vidéo.
Pour revenir au double meurtre commis en 1985 par Billy Ray Ballard Jr., les autorités ont à un moment donné essayé de le relier à celui de Stephen Harkins et Rose Cooper, qui a été commis seulement 5 mois plus tard, mais il y avait trop de différences. Car Ballard se servait d'un couteau, il n'utilisait pas de chaussettes, et les lieux étaient très éloignés les uns des autres, voilà pourquoi ils ont laissé tomber. Billy Ray Ballard Jr. n'était certainement pas le Tube Sock Killer. Pour finir, espérons que Crystal est heureuse aujourd'hui après le terrible drame qu'elle a connu quand elle était en bas âge, parce qu'elle doit avoir maintenant dans la jeune quarantaine. Au moment des faits, elle n'avait que 2 ans et n'a jamais su donner plus d'explications que sa maman était dans les arbres. Elle a certainement subi un énorme choc traumatique. Il faut quand même se poser la question de savoir si elle serait capable de mieux se souvenir 40 ans après les faits. Eh bien, rien n'est moins sûr parce que la majorité des adultes situent leurs premiers souvenirs d'enfance entre 3 et 4 ans. Avant ça, ils ont presque tout oublié, et c'est ce qu'on appelle l'amnésie infantile. Et au moment des faits, Crystal n'avait que 2 ans. Il y a donc très peu de chances que Crystal se souvienne de ce qui lui est arrivé à elle et sa mère en décembre 1985, et au fond, c'est peut-être mieux ainsi. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo qui mêlait disparition de la nature et true crime, merci de mettre un pouce en l'air. Un grand merci à celles et à ceux qui partageront aussi cette vidéo sur les réseaux sociaux ou ailleurs, où vous voulez. Parce qu'un petit partage ne coûte rien et c'est un bon moyen de faire connaître notre travail aux autres spectateurs. Pour tout ça, merci. Comme vous l'avez constaté, la vidéo d'aujourd'hui est sortie un mercredi parce que comme je vous l'avais annoncé, les vidéos sortiront maintenant le dimanche ou le mercredi. Mais pas dans la même semaine, attention, hein. Les vidéos sortiront le dimanche et le mercredi de la semaine d'après. Les vidéos sortiront donc le plus souvent à un intervalle de 10 jours et plus de 15 jours. Et avec ce système, ça fera donc environ 3 vidéos par mois au lieu de 2. Voilà, je me permets de le répéter parce que ça n'était peut-être pas clair pour tout le monde, et j'espère que ça l'est maintenant. Si vous avez trouvé l'intrus dans la vidéo d'aujourd'hui, dites-le en commentaire et indiquez aussi à quel moment c'est. Par exemple, dans la dernière vidéo sur les disparitions mystérieuses dans les parcs nationaux américains, c'était un rat. Et il apparaissait à 29 minutes et 16 secondes, ce qui est donc le code temporel. Donc dans la dernière vidéo, la réponse était un rat. Donc une bestiole assez répugnante, qui a même l'air méchante, hein. Elle est méchante. Allez, dégage. Psh. Évidemment, cette fois, ça sera pas un rat, ça sera autre chose. Et c'est à vous de le découvrir, voilà. Dans la dernière vidéo, vous avez été pas mal à trouver le rat, il y en a d'autres qui ont trouvé autre chose, notamment un skieur avec une cigarette, d'ailleurs ce qui était assez drôle, c'était pas du tout volontaire. Donc cette fois, si vous trouvez la bonne réponse, si vous trouvez l'intrus, vous mettez la réponse dans un commentaire avec le bon code temporel, et votre commentaire sera épinglé en haut des commentaires, voilà. Ça sera le début de la gloire, ou presque. Vous aurez vos 15 minutes de célébrité, donc que le meilleur ou la meilleure gagne. Si vous ne savez pas encore regarder maintenant, d'autres vidéos de True Crime de la chaîne vont vous être proposées dans quelques instants. Il y en a certainement que vous avez loupé. Et on se retrouvera prochainement avec des affaires de disparition, de True Crime, de mystères dans la nature, etc. Les sujets habituels. Dans l'immédiat, je vous laisse. Je vous dis à bientôt sur la chaîne. Et en attendant, ne disparaissez pas. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper.